et bienvenue sur My Fashion Stories Box podcast, le podcast de petites histoires de la grande histoire de la mode. Je m'appelle Catherine et je suis heureuse de vous retrouver. Découvrons ensemble le monde merveilleux de la mode, de l'histoire et de l'histoire de la mode. Si vous avez suivi un minimum les actualités de ces derniers mois dans le domaine de la mode, les projets de loi du gouvernement français visant les entreprises de fast fashion chinoises ne vous ont certainement pas échappé. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous donner un petit cours de rattrapage. Le 14 mars 2024, l'Assemblée nationale française a créé un précédent historique en adoptant à l'unanimité en première lecture une proposition de loi contre la mode jetable ou mode éphémère. L'objectif affiché est de réduire l'impact environnemental de l'industrie textile dans le cadre d'efforts plus généraux de la transition écologique mise en place par le gouvernement français. Les principales cibles de cette loi ? Les acteurs chinois d'ultra-fast fashion tels que Shein, Temu, Alibaba ou même Amazon qui favorisent une surconsommation avec des prix défiant toute concurrence, des campagnes publicitaires encourageant une rotation des garde-robes de plus en plus rapide et des propositions de nouveaux styles tous les jours. Qui dit surconsommation dit aussi pollution. L'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Mais qui dit surconsommation dit aussi application de prix très bas pour encourager cette surconsommation et la mise en place de pratiques de production proches de l'esclavagisme. Pour avoir une petite idée des pratiques de production et de leurs conséquences tant sociales qu'environnementales, je vous conseille 2 documentaires. The True Cost par Andrew Morgan datant de 2015 et Inside the Shein Machine datant de 2022. Ce sont 2 documentaires que je visionne avec mes étudiants en introduction au cours de mode responsable que j'enseigne dans le cadre d'un cours intensif en école de mode. Les liens vers les vidéos sont disponibles dans la description de cet épisode. Que prévoit donc cette proposition de loi ? D'abord, une définition du concept de fast fashion, puis l'obligation des marques concernées d'informer les consommateurs sur l'impact environnemental de leurs achats et les possibilités de réemploi et de réparation, l'interdiction de toute forme de publicité pour les marques produisant et vendant de la fast fashion, ainsi que la mise en place d'un système de bonus-malus avec des pénalités progressives dissuasives de taxes supplémentaires allant de 5 € par produit en 2025 et jusqu'à 10 € par produit en 2030 pour rendre les articles de fast fashion moins attractifs d'un point de vue prix. En parallèle à cette proposition de loi et dans un souci de transparence, les marques de mode devront indiquer sur leurs produits un éco-score afin de mesurer l'impact de ce produit sur la planète. Cet éco-score fait écho au Nutri-Score mis en place il y a quelques années sur les aliments pour mesurer leur impact sur la santé et lutter contre les problèmes de surpoids et de malbouffe. 8 critères ont été retenus. La consommation d'eau utilisée, la durabilité physique des textiles, les conditions de production, l'utilisation de pesticides et de produits chimiques, les rejets de microplastiques, la valorisation des matières recyclées, la valorisation des textiles reconditionnés, et l'impact de la fast fashion. La mise en place de cet éco-score va se faire progressivement tout au long de 2024 pour être étendue à toutes les marques de mode en 2025. Cette action du gouvernement français vise à freiner une surconsommation, un excès, pour endiguer la crise écologique. Je me suis donc posé la question de savoir si, dans le passé, il y avait déjà eu des cas de réglementation concernant des biens de consommation. Et si j'en dédie un épisode entier de podcast, vous pouvez vous douter que, bien entendu, il y a déjà eu des exemples de ce type. Les finalités étaient juste différentes, même si vous allez le voir, après réflexion, toutes tendaient vers une limitation des excès. Avez-vous déjà entendu parler des lois somptuaires ou édits somptuaires ? Une loi somptuaire est à la base une réglementation visant à contrôler les dépenses personnelles et la consommation de certains biens, comme les vêtements, la nourriture
ou tout autre bien considéré comme étant du luxe ou superflu. Historiquement parlant, ces lois étaient adoptées par les sociétés et gouvernements pour renforcer les hiérarchies sociales, maintenir l'ordre social et réguler la consommation ostentatoire. La majorité de ces lois somptuaires concernaient les vêtements, l'apparence. Elles visaient à préciser qui pouvait porter quoi en fonction de sa position dans l'échelle sociale. Elles pouvaient mentionner des restrictions liées à la qualité du tissu, à l'usage de certaines couleurs, de certaines décorations, de certains matériaux et accessoires. Dans le passé, le but ultime de ces lois était lié au statut social et à son renforcement basé sur les différentes catégories. L'élite aristocratique, la bourgeoisie, les marchands et les artisans, les paysans et les personnes marginales. Il n'était pas permis de s'habiller de manière plus ostentatoire que les classes sociales supérieures et des pénalités pour non-respect pouvaient être appliquées, telles que des amendes, la confiscation des biens concernés, voire même l'exclusion sociale, tout ça en fonction de l'importance attribuée à ces signes extérieurs de richesse par les différentes sociétés. J'ai voulu remonter jusqu'aux premières civilisations antiques pour avoir une idée de leurs pratiques dans ce domaine. Ce voyage dans le temps m'a aussi permis de constater les différences d'appréciation et de valorisation de la notion de luxe, d'excès, de superflu. Commençons par la Mésopotamie, le berceau de la civilisation. La Mésopotamie était située entre les fleuves, le Tigre et l'Euphrate, avec un territoire correspondant à l'Irak actuel, la Syrie orientale et le sud-est de la Turquie. Cette civilisation apporta à l'humanité l'agriculture, les premières villes, le concept d'État, l'écriture et les premiers textes de loi, et ce, dès le 3e millénaire avant notre ère. Le plus connu est le Code de Hammurabi, qui était un roi babylonien dont le règne correspond à la période entre -1792 et -1750 avant Jésus-Christ, le XVIIIe siècle d'avant notre ère. Ce code, en écriture cunéiforme, a été gravé sur une stèle de 2,25 mètres de haut et comprend 282 articles de droit pénal, droit de la famille, droit commercial. Vous pouvez aller admirer cette stèle au musée du Louvre. Cependant, il semblerait que ce code ne mentionne rien sur une possible régulation des vêtements, des signes extérieurs de richesse, malgré le fait que les sociétés mésopotamiennes suivaient une hiérarchie sociale. Ces premières sociétés ne semblaient pas avoir éprouvé le besoin d'écrire des textes de loi encadrant la consommation de produits de luxe, les dépenses somptuaires et les signes extérieurs de richesse. La coutume selon laquelle les choses les plus belles, les produits les plus luxueux étaient réservés pour l'élite dirigeante semblait suffisante et acceptée par tous. Il n'y avait pas besoin de renforcement législatif, tous savaient quelle était leur place dans la hiérarchie sociale. De plus, et c'est là que tout devient intéressant, les sociétés mésopotamiennes n'avaient aucune association négative liée au luxe, à l'étalage de richesse. Et c'est un point à garder à l'esprit. Si nous allons maintenant du côté de l'Égypte antique, nous pouvons constater sensiblement la même chose. Il semblerait qu'aucun texte de loi n'ait été retrouvé encadrant ce qui pouvait porter quoi, l'accès à certains matériaux en fonction de son rang. Ici aussi, la coutume était suffisante. Il était acquis que le pharaon et sa famille devaient porter les tissus les plus fins, les parures les plus luxueuses comme signe de leur nature divine. Les prêtres, en fonction des dieux qu'ils servaient, portaient les fourrures ou autres emblèmes associés à la réincarnation animale de la divinité en question pour s'en attribuer les propriétés. Tous savaient quelle était leur place dans la hiérarchie sociale sans avoir besoin de l'entériner avec des lois. Tous savaient aussi que si une personne cherchait à s'habiller plus richement que le pharaon, cela était vu comme une provocation, une volonté affichée de s'attribuer la nature divine du chef et de prendre son trône, geste qui pouvait être puni de manière plus ou moins stricte en fonction de l'affront. Pour les anciens Égyptiens, le luxe, l'affichage du luxe n'était pas péjoratif. Il s'agit plutôt d'un témoignage de position sociale et une façon de vénérer les dieux. Tout change avec les Grecs et la perception du luxe et son encadrement par des lois pour éviter toute forme d'excès.
Le luxe devient mauvais quand il est individuel, mais est vivement encouragé pour des projets collectifs. Des lois sont donc nécessaires pour encadrer la consommation du luxe et pour déterminer le bon luxe du mauvais luxe avec cette notion d'excès, de superflu. Cette dichotomie bon luxe, mauvais luxe dans la Grèce antique est très bien expliquée dans la série de documentaires de la BBC Guilty Pleasures, Luxury in Ancient Greece and During the Middle Ages, présentée par Michael Scott, que je vous recommande si vous comprenez l'anglais. En résumé, le luxe était associé à la décadence, à la mollesse, à la féminité et son affichage vu comme contraire aux valeurs de la société de l'époque. Mais d'un autre côté, dans certains contextes, notamment liés, il semblerait, aux funérailles et particulièrement au bien-être commun de la société, le luxe était très valorisé. D'ailleurs, fait intéressant, les premières lois somptuaires adoptées par les anciens Grecs auraient été liées aux dépenses funéraires. Un exemple de loi somptuaire grecque liée à l'apparence sont les lois de Solon à Athènes vers -594-593 avant Jésus-Christ, qui visaient à réguler certains aspects du luxe et des dépenses ostentatoires dans la cité d'Athènes. La cité de Sparte aurait également eu son lot de lois somptuaires, allant jusqu'à interdire aux citoyens de la ville de posséder de l'or ou de l'argent, action qui a eu une influence directe sur le port de bijoux ou l'utilisation de fils d'or pour l'embellissement des vêtements. À une certaine époque, l'affichage de la richesse personnelle par le biais des vêtements et bijoux ayant été si strictement encadré qu'il ne restait plus que les tombeaux, les habitations, des constructions de bâtiments pour témoigner de la grosseur non pas du compte en banque, mais de la bourse d'une famille donnée et de sa réussite sociale. Le but général était de trouver un équilibre entre la limitation des dépenses ostentatoires, le respect des pratiques traditionnelles et le service à la société à des fins de moralisation et de préservation de l'ordre social traditionnel. La civilisation romaine, se basant énormément sur les principes de vie et philosophie grecque, on y retrouve également cette condamnation du luxe dans sa notion d'excès. Et pourtant, les Romains ont la réputation d'être beaucoup plus dans la célébration des excès que les Grecs, ne serait-ce déjà que par le concept d'orgie. Pourtant, eux aussi ont éprouvé le besoin d'encadrer juridiquement cet étalage du luxe d'excès. Tout comme pour les Grecs, le luxe avait deux natures. Une nature privée avec une connotation négative de mollesse, d'excès, de décadence, voire même d'indiscipline, de gaspillage, d'absence de productivité. La nature publique du luxe était, quant à elle, célébrée, valorisée. Le luxe public était vu comme noble et généreux, et les mécènes sponsorisant la construction d'édifices, la création de spectacles destinés à tous, l'organisation de banquets publics étaient célébrés par le peuple. Les richesses individuelles ne devaient pas être utilisées pour l'assouvissement de désirs ou de plaisirs égoïstes, mais au contraire partagées avec la communauté au profit de tous. Sous la République de Rome, comme sous l'Empire romain, les lois somptuaires étaient appelées leges somptuae. Elles encadraient les excès de consommation ostentatoire, mais ne les interdisaient pas non plus. Business is business. Voici quelques exemples de lois somptuaires adoptées durant la période romaine. En premier, la Lex Oppia, adoptée en moins de 115 avant Jésus-Christ, dont l'objectif était de limiter le luxe vestimentaire des femmes en ce qui concerne l'utilisation de l'or, des vêtements de couleur, afin de promouvoir un style de vie plus modeste pour les femmes. Cette loi fut tellement impopulaire, les femmes se mobilisèrent allant jusqu'à assiéger le Sénat à un tel point qu'elle fut abrogée en moins 195 avant Jésus-Christ. Intéressant, n'est-ce pas? Une autre loi adoptée par les Romains est liée à l'apparence, est la Rogatio Somptuaire de Pompée et Crassus en moins 55 avant Jésus-Christ. Elle visait à réglementer le luxe vestimentaire de manière générale, et pas juste pour les femmes cette fois-ci, mais aussi des étalages de richesses lors des banquets. Cette loi s'inscrivait dans un contexte particulier de crise morale et d'un retour à des mœurs plus simples.
Et quid du Moyen-Âge, cette longue période de plus de 1000 ans durant laquelle la religion catholique prit le pas sur les styles de vie? Eh bien là, pas de surprise non plus. Nous avons toujours notre dichotomie bon luxe, mauvais luxe. Le mauvais luxe étant toujours associé aux richesses personnelles et à leur jouissance égoïste. Tandis que le bon luxe n'était plus celui des richesses partagées avec la communauté, mais celles partagées avec Dieu. La notion de divin, de sacré prend le pas, et les cathédrales bâties durant cette période sont la consécration suprême de cette notion de bon luxe. Vous aviez peur de finir en enfer après votre mort? Pas de souci! En léguant votre fortune à l'Église, vous assuriez le salut de votre âme et achetiez votre place VIP au paradis. Car oui, plus vous donniez de l'argent ou que vous faisiez de dons, plus vos chances étaient grandes d'avoir votre place à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant et de batifoler pour l'éternité dans le jardin d'Éden avec les anges. Sympa comme programme, n'est-ce pas? Le Moyen-Âge est une période intéressante en termes de codification de la société en fonction des types de tissus, des décorations et des couleurs. Ces dernières avaient un rôle primordial dans la reconnaissance visuelle du statut d'une personne dès le premier coup d'œil. Elles avaient également des significations bien précises. Le rouge, le pourpre, le bleu étaient pour l'aristocratie dirigeante, par exemple. Mais les couleurs au Moyen-Âge avaient aussi une bonne signification et une mauvaise signification. Ainsi, il y avait le bon rouge et le mauvais rouge, le bon noir et le mauvais noir. Le jaune était, quant à lui, toujours mauvais. Les rayures étaient associées au diable et étaient portées par les marginaux. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille vivement de lire les petits livres sur l'histoire des couleurs par Michel Pastoureau. Je ferai peut-être un épisode sur la vie des couleurs et leur perception au fil des âges dans le futur. Dites-moi si ce sujet vous intéresserait. Il est en tout cas hyper passionnant. En ce qui concerne les lois somptuaires liées à l'apparence et aux vêtements, il faut attendre la fin du Moyen-Âge vers le XIIIe et le XIVe siècle. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à partir de cette période, on assiste déjà à une urbanisation de la société. On assiste également à l'émergence de la bourgeoisie qui va entrer en compétition avec l'aristocratie dans l'étalage des richesses personnelles. Notons aussi que pendant le XIVe siècle émerge la notion moderne de mode dans le sens d'un changement plus rapide des styles. À partir de cette période, en Europe occidentale, les hommes et les femmes de l'élite aristocratique font de plus en plus attention à leur apparence, comme moyen de souligner leur individualité et leur richesse. Des compétitions vont même avoir lieu entre qui aura les manches les plus longues, traînant jusqu'au sol, les vestes les plus rembourrées pour donner une impression de force physique, les vêtements les plus colorés et richement embellis, les tissus les plus luxueux, les chaussures aux talons les plus hauts, les fameuses chopines, ou aux pointes les plus longues, les fameuses poulaines. Tant et si bien que cette surenchère entraînera la faillite de plusieurs familles. Afin d'endiguer ces mini-crises économiques familiales qui ont bien évidemment un impact sur le commerce en général, pour maintenir toujours l'ordre social, les gouvernements locaux vont adopter des lois. Les premières lois somptuaires de la fin du Moyen-Âge apparaissent en Italie, la patrie de la Renaissance. Milieu du XIVe siècle, le gouvernement de Florence adopte une série de lois mettant en place un système de taxes élevées pour les hommes portant des vêtements jugés trop luxueux. Elle pouvait aussi interdire aux garçons de moins de 7 ans le port de vêtements multicolores, de tissus brodés d'or et d'argent ou de soie. En 1497, toujours à Florence, une loi interdisait, cette fois-ci aux garçons de moins de 14 ans, de porter de l'or, de l'argent, de la soie, des rubans, du velours ou du satin. En France, une loi de 1485 avait été demandée aux États généraux, l'assemblée des 3 corps principaux de la société de l'époque, l'aristocratie, le clergé et le tiers-état, après avoir constaté citation, les folles dépenses qui avaient suivi la mort de Louis XI, fin de la citation, en déclarant que, citation, l'excès
des dépenses en habits est une ruine pour le royaume. » Fin de la citation. Vous noterez qu'on parle toujours de notion d'excès. Ces lois somptuaires de la fin du Moyen-Âge en Europe occidentale sont moins liées au respect de principes religieux qu'à endiguer la concurrence croissante de la bourgeoisie face à l'aristocratie. Nous sommes donc dans un contexte de maintien de l'ordre social. La Renaissance va voir se multiplier les lois somptuaires. En France, durant le XVIe siècle, 11 édits somptuaires sont adoptés pour limiter les surenchérissements, en spécifiant le type de tissu à porter, en essayant d'interdire broderies, dentelles, décorations en or ou en argent pour les bourgeois. Les classes inférieures, paysans et autres, sont interdits de porter velours et soie. En cas de non-respect de ces lois, des amendes sont appliquées. D'après vous, est-ce que ces lois étaient vraiment efficaces? Pas vraiment. Les bourgeois, objets de toutes ces interdictions, préféraient s'acquitter des amendes que de se priver de dentelle ou de broderie au fil d'or dans cette société où on portait sa richesse sur ses vêtements. En Italie, à la même époque, les lois somptuaires sont plutôt destinées aux femmes et écrites en collaboration avec l'Église. En fonction de leur étape de vie, en fonction de leur statut social, les femmes doivent porter certains habits et certaines coiffures dont les ornements et les formes sont dictés par des décrets. Une manière d'encourager la modestie, la respectabilité et de lutter contre la nature dépensière et coquette des femmes, soumises à la tentation plus que les hommes. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que les gens pensaient à l'époque. En Grande-Bretagne, la reine Élisabeth Ier va aussi mettre en place une série de décrets encadrant le rembourrage des pourpoints des hommes, notamment, et assurer que chaque membre de son royaume ne s'habille pas au-delà de son appartenance sociale. Le grand siècle va aussi avoir son lot d'édits somptuaires. Voici un extrait d'un édit somptuaire promulgué par Henri IV, grand-père de Louis XIV, en France, entre 1601 et 1606. Nous défendons expressément à tous nos sujets de quelque qualité ou condition qu'ils puissent être, dans tous les lieux et terres de notre obéissance, de porter or, ni argent, ni excès d'étoffe sur leurs habits de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit, excepté cependant aux femmes de joie et aux filous, en qui nous ne prenons pas assez d'intérêt pour leur faire l'honneur de donner notre attention à leur conduite. Louis XIII, le père de Louis XIV, a la personnalité austère et monarque prônant modestie et style de vie simple, va instaurer des lois dès 1613, 3 ans après son couronnement. Toutes ces lois aboutiront à l'instauration d'un code vestimentaire en 1633 pour empêcher la bourgeoisie d'imiter l'aristocratie, mais aussi pour limiter les surenchères vestimentaires et l'étalage des richesses jugées peu morales par ce roi pieux et austère. Ce code préconisait l'utilisation de tissus unis et interdisait la dentelle sur les cols et les manchettes. Louis XIV, le fameux roi Soleil, ne sera pas non plus contre les édits somptuaires qui seront même mentionnés dans les pièces de théâtre de Molière, comme la loi promulguée en 1660 qui sera reprise dans la pièce L'École des Maris. Oh, 3 et 4 fois béni soit cet édit par qui les vêtements de luxe sont interdits. Pour encourager la consommation locale de tissus et autres décorations et le développement de l'industrie textile française, Colbert, le contrôleur général des finances de Louis XIV, va également instaurer des restrictions concernant la consommation de produits d'importation. Ça vous rappelle quelque chose? L'injonction à consommer des marques locales n'est pas l'apanage de notre XXIe siècle. Louis XIV aurait été aussi à l'origine de la grande ordonnance sur la police de costumes. Même si le contenu de cette ordonnance reste en majorité inconnu, ainsi que l'année de sa promulgation, il semblerait que ce texte visait à standardiser et réglementer l'uniforme militaire, mais également les costumes civils, pour limiter les signes extérieurs de richesse et de distinction de classe, le tout dans un but de contrôle et d'homogénéisation des pratiques vestimentaires du peuple français.
Interdiction de porter certains matériaux en fonction de sa catégorie sociale, endiguement de la surenchère vestimentaire, protection des privilèges de classe, promotion de la moralité, encouragement de l'aumône aux pauvres et des dons à l'Église pour le salut de son âme, raisons économiques. Les motivations derrière les nombreuses lois somptuaires du XVIIe siècle sont extrêmement variées et dépendent de la personnalité et de l'humeur du souverain. Une chose reste pourtant la même, on ne peut pas s'habiller mieux que le roi. Le souverain est le visage de son royaume sur la scène politique internationale et il se doit de représenter son pays de la meilleure manière possible. Pour être sûr que tout le monde comprenne que le royaume est riche, les caisses du trésor pleines à craquer de lingots d'or, le roi doit être habillé en conséquence. Et si ce n'est pas vrai, ce n'est pas grave. Tout est une question d'apparat, de représentation. Et d'ailleurs, cette question d'apparat, d'une certaine vanité de la part des dirigeants en ce qui concerne leur garde-robe, semble avoir été critiquée à plusieurs reprises durant le XVIIe siècle. Vous voulez qu'on s'habille plus modestement, qu'on utilise moins de dentelle et autres soieries? Ok, pas de problème, on le fera quand le roi donnera l'exemple. Le XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française, verra aussi l'instauration de nouveaux édits somptuaires. Cependant, la société change et l'efficacité de ces lois n'est plus probante, si tant soit peu qu'elle l'ait été à un moment. Elles seront d'ailleurs toutes abolies en même temps que les privilèges de classe, le 4 août 1789, par les députés de l'Assemblée nationale. Un projet de costume révolutionnaire, sorte de dress code porté par tous les citoyens français pour renforcer les notions d'égalité de la Révolution française, sera même envisagé, puis abandonné plus tard. À la base de ce costume, l'idée d'une uniformisation vestimentaire pour gommer non seulement les différences sociales, mais également les différences régionales et montrer l'unité de la France. À la place, la Convention nationale française adoptera en 1793 un décret relatif aux vêtements des deux sexes, dont l'article 1er stipule « Nulle personne de l'un et de l'autre sexe ne pourra contraindre aucun citoyen ni citoyenne à se vêtir d'une manière particulière sous peine d'être considéré et traité comme suspect et poursuivi comme perturbateur du repos public. Chacun est libre de porter tel vêtement et ajustement de son sexe que bon lui semble. » À la fin du XVIIIe siècle, l'égalité des classes sociales est donc proclamée. Tout le monde peut s'habiller comme il veut et aucune loi ne peut imposer ou interdire un vêtement, un tissu, un embellissement quelconque. C'est la liberté. L'excès et la surenchère vestimentaire, condamnés depuis les Grecs, sont maintenant encouragés, stimulés même pendant le siècle de la Révolution industrielle, la naissance de la société de consommation et du capitalisme moderne. Le nouveau dieu à satisfaire maintenant est le dieu monétaire et tous les sacrifices sont bons. Plus besoin de loi pour limiter la consommation ostentatoire. La nouvelle unité de régulation est l'argent. La période napoléonienne du début du XIXe siècle verra l'instauration de boycotts économiques et d'interdiction d'importation de produits venant notamment de Grande-Bretagne. Avant de continuer notre exploration et de nous aventurer dans le XXe siècle, je me suis posé la question à savoir si ces pratiques de lois somptuaires pour régulariser les dépenses personnelles étaient quelque chose d'avant tout européen. Il semblerait que ce ne soit pas le cas. Mes recherches m'ont ainsi appris que des lois somptuaires avaient été adoptées durant la Chine impériale. Quelques sources mentionnent des exemples de décrets somptuaires durant les dynasties Ming, entre 1368 et 1644, et Qing, de 1644 à 1912. Ces lois régulaient les vêtements, les styles capillaires et les décorations qui étaient concrétisées par l'instauration de dress code en fonction de l'appartenance sociale. Un exemple est le port de la couleur jaune qui était réservé uniquement aux membres de la famille impériale. Ces lois étaient aussi ici pour refléter les principes de Confucius tels que la bonté, la droiture, la bienséance, la sagesse, la loyauté, le respect des parents et celui de la vie et de la mort. Cela mériterait de plus amples recherches pour approfondir ce sujet.
nous l'avons vu, le 19e siècle est le siècle de la révolution industrielle et du règne de la bourgeoisie capitaliste. Les lois somptuaires n'existent plus et plus rien ne vient endiguer la limitation de la consommation, de l'étalage des richesses par l'apparence. Avec l'industrialisation, cependant, on voit se développer des mouvements de protection des ouvriers. De nouvelles lois apparaissent qui vont venir encadrer les conditions de production et les pratiques commerciales, posant les bases de l'industrie de la mode telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais rien qui ne va venir limiter cette consommation, comme nous avons pu le voir par le passé. Les deux grands conflits mondiaux du XXe siècle vont aussi apporter leur lot de limitations, mais impactant plus directement la production afin de la centraliser sur les efforts de guerre. Si nous prenons le cas de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs actions économiques ont été mises en place. Les tickets de rationnement, limitant la quantité de vêtements ou de tissus que les personnes pouvaient acheter, la promotion d'un style utilitaire, plus strict, plus austère, consommant moins de matières premières, la transformation des usines de production textile pour des besoins militaires et non plus civils, le contrôle des prix pour limiter l'inflation, voire même l'imposition d'une quantité maximum de vêtements possédés au-delà de laquelle il n'était pas possible d'acheter de vêtements neufs. Les objectifs étaient de gérer les ressources qui se faisaient de plus en plus rares et de les basculer pour soutenir l'effort de guerre, ainsi que de maintenir l'ordre social. Des contrôles et des pénalités pouvaient être pratiqués. Est-ce que ça a fonctionné? Le marché noir ne se porte jamais mieux qu'en cas d'interdit et au lieu d'acheter des vêtements neufs ou des tissus rationnés, recycler, réparer, transformer ce qui était déjà possédé était la pratique la plus courante. Même lors de situations extrêmes, l'humain semble toujours trouver un moyen de contourner les lois, les difficultés d'excès, les limitations. Et maintenant, qu'est-ce qui régule la consommation? Le prix, bien sûr. Les notions de marketing liées à la marque, à sa valeur réelle et à sa valeur perçue, qui sont communiquées dans les campagnes publicitaires et autres collaborations avec des célébrités pour rendre le produit plus désirable. En cas de conflit politique ou diplomatique, ce ne sont pas des lois qui sont adoptées pour pénaliser tel ou tel parti, mais la mise en place de boycotts économiques et commerciaux pour faire pression. Qu'avons-nous appris dans cet épisode? La réglementation de l'accès aux biens de consommation, notamment liés à l'apparence, n'est pas une chose nouvelle et caractéristique de notre société moderne. Nous avons appris que même si les motivations étaient différentes, maintien de l'ordre social, notion de moralité et de modestie, et dichotomie bon luxe, mauvais luxe, motivation économique ou politique, ces lois avaient toutes une même finalité, le contrôle des excès et l'étalage ostentatoire des richesses réelles ou perçues. Pouvons-nous dire que ces lois ont atteint leur objectif, et ce peu importe la période? La réponse est beaucoup moins évidente. Souvenez-vous des femmes romaines protestant contre la lex oppia entraînant son abrogation, ou des contournements de ces lois comme le marché noir. Fort de cette analyse historique, doit-on en conclure que cette nouvelle proposition de loi pour contrecarrer la fast fashion et ses excès suivra le même chemin que ses ancêtres? L'avenir nous le dira, et n'hésitez pas à partager votre avis sur la question. Merci d'avoir écouté cet épisode de My Fashion Stories Box podcast. Vous êtes maintenant incollable sur les lois somptuaires et les essais de réguler la consommation ostentatoire et ses excès. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Suivez-moi sur Instagram et Facebook pour compléter l'écoute du podcast avec des visuels. Et si vous aimez My Fashion Stories Box podcast, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera grandement plaisir. Je suis Catherine et vous venez d'écouter un épisode de My Fashion Stories Box podcast, le podcast des petites histoires de la grande histoire de la mode. À très vite pour un prochain épisode.